Mon père a plaisanté, sans nous, tu ne serais toujours qu'une pathétique moins que rien. Tout le monde a ri, y compris ma sœur en or. J'ai levé mon verre, défi accepté. Cette nuit-là, j'ai démissionné, coupé les ponts et disparu. 1 an plus tard. Ce sont eux qui supplient maintenant. Mon père a plaisanté, sans nous, tu ne serais toujours qu'une pathétique moins que rien. Tout le monde a ri, y compris ma sœur en or. J'ai levé mon verre. Défi accepté. Cette nuit-là, j'ai démissionné, coupé les ponts et disparu. 1 an plus tard, ce sont eux qui supplient maintenant. Mais pour comprendre comment j'ai pu m'éloigner de ma propre chair et de mon propre sang si froidement, vous devez comprendre l'enfer que j'ai survécu pendant 10 ans en travaillant au sein de l'empire de ma famille. Je m'appelle Mérite. Pendant une décennie, j'ai été le cerveau invisible derrière Gideon Events, la plus prestigieuse société de gestion d'événements et de traiteurs de luxe de l'État. Si vous avez assisté à un mariage de la haute société, à un gala de charité de millionnaires ou à une retraite d'entreprise qui semblait sortir d'un magazine, c'est moi qui l'ai organisé. J'ai planifié la logistique. J'ai négocié les contrats avec les fournisseurs. Je suis resté éveillé pendant 48 heures d'affilée, m'assurant que les orchidées importées ne se flétrissent pas sous la chaleur de l'été. Mais si vous regardiez le site web de l'entreprise ou les pages glacées des magazines, vous ne verriez pas mon visage. Vous verriez mon père, Gideon, avec ses costumes sur mesure et ses cheveux parfaitement argentés. Et juste à côté de lui, vous verriez ma jeune sœur, Sutton, l'enfant chéri, le visage de la franchise. Le point de rupture s'est produit il y a exactement 1 an. C'était le gala du 30e anniversaire de notre entreprise. Nous l'organisions dans la salle de bal la plus exclusive de la ville, un lieu que j'avais personnellement obtenu après des mois de négociations exténuantes. La salle était à couper le souffle. Des lustres en cristal pendaient du plafond, jetant une lueur dorée et chaude sur les 300 invités. Des serveurs se déplaçaient sans heurts à travers la foule, portant des plateaux d'argent de caviar et de champagne millésimés. C'était un chef-d'œuvre. Mon chef-d'œuvre. J'étais épuisé. Mes pieds saignaient à l'intérieur de mes talons noirs raisonnables. J'étais sur les lieux depuis 4 heures du matin, dirigeant l'équipe d'éclairage, gérant les installations florales et éteignant une douzaine d'incendies différents que Sutton avait déclenchés en oubliant de confirmer le service de voiturier. À 20 heures, le dîner était servi. Je me suis enfin autorisé à m'asseoir à la table familiale principale. J'étais assise tout au bout, juste à côté des portes de la cuisine, pour pouvoir garder un œil sur le personnel de restauration. Au centre de la table se trouvait mon père, Gideon, qui tenait salon. À sa droite se trouvait ma mère, Daria, couverte de diamants que ma sœur avait payés. À sa gauche se trouvait Sutton, vêtu d'une robe de créateur en soie qui coûtait plus que mon salaire annuel entier. La conversation du dîner était bruyante et pleine d'autosatisfaction. Des clients et des politiciens locaux s'arrêtaient à la table pour serrer la main de Gideon. C'est l'événement de la saison, Gideon, a dit l'un de nos plus gros clients corporatifs, en levant son verre. Je ne sais pas comment vous faites. Gideon a souri de ce sourire parfait pour les caméras. Il faut de la vision, a-t-il dit doucement. Et bien sûr, cela aide d'avoir ma belle Sutton à mes côtés. Elle a un œil si incroyable pour l'élégance. Sutton a gloussé et a rejeté ses parfaits cheveux blonds. Oh, papa, arrête. Je veux juste que tout soit parfait pour nos clients. J'ai pris une longue gorgée de mon eau. Ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. Sutton n'avait pas levé le petit doigt pour cet événement. Elle avait passé toute la semaine dans un spa de luxe, prétendant qu'elle devait être radieuse pour les photos de l'anniversaire. J'avais fait chaque once du travail. Quelques minutes plus tard, la conversation s'est portée sur l'avenir de l'entreprise. Un journaliste local qui couvrait l'événement s'est penché sur la table. Alors, Mérite, a demandé le journaliste en me regardant. Vous êtes la sœur aînée. Quel est exactement votre rôle dans toute cette magie? Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour répondre, mon père est intervenu. Sa voix était forte, se propageant facilement par-dessus la douce musique de jazz qui jouait en fond sonore. Oh, Mérite est au bureau administratif, a dit Gideon avec dédain, en agitant la main dans les airs. Elle est douée avec les feuilles de calcul. Mais soyons honnêtes, elle n'a pas le charisme pour être en première ligne. En fait, si nous ne lui avions pas donné un emploi, elle serait probablement en train de classer des papiers dans un bureau poussiéreux du centre-ville.
Il a pris une gorgée de son bourbon et s'est adossé à sa chaise, me regardant droit dans les yeux. Regardons les choses en face, Mérite. Sans nous, tu ne serais toujours qu'une pathétique moins que rien. La table est devenue complètement silencieuse pendant une fraction de seconde. Le journaliste avait l'air incroyablement mal à l'aise. J'ai regardé ma mère, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi pour ma défense. Daria a juste baissé les yeux sur son assiette et a pris une bouchée délicate de son saumon. Et puis Sutton a ri. C'était un son aigu et moqueur. C'est vrai, a-t-elle ricané. Tu te souviens quand elle a essayé de mener la présentation aux clients l'année dernière? Elle portait cet horrible tailleur pantalon gris. Le client a cru qu'elle était la comptable. Gideon a gloussé. Quelques-uns des invités sycophantes se sont joints à lui. Bientôt, une vague de rire s'est répandue autour de la table. Ils se moquaient de moi. Ma propre famille se moquait de mon existence, m'humiliant publiquement au milieu d'une pièce que j'avais construite avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levé pour renverser la table, même si chaque fibre de mon être en avait envie. Un calme étrange et glacial m'a envahi. C'était un moment de clarté absolue. Pendant 10 ans, j'avais cru que si je travaillais plus dur, si je prouvais ma valeur, ils finiraient par me respecter. À cet instant précis, sous la lumière du lustre en cristal, j'ai réalisé la vérité. Ils ne me respecteraient jamais. J'étais juste la bête de somme. J'ai pris mon verre de vin rouge. J'ai regardé mon père droit dans les yeux. Les rires à table se sont lentement tus alors qu'il remarquait mon regard intense. Défi accepté, ai-je dit doucement mais clairement. Gideon a froncé les sourcils, manifestement confus. Pardon? Je ne me suis pas répété. J'ai simplement posé le verre. Juste à ce moment-là, le maître d'hôtel s'est approché de la table. Il s'est penché et a placé un dossier relié en cuir devant mon père. La facture pour les dépenses supplémentaires de la soirée. Gideon l'a pris, y a à peine jeté un coup d'œil, puis avec un sourire narquois, il l'a fait glisser sur la table jusqu'à ce qu'il s'arrête juste devant mon assiette. Tu peux t'en occuper, n'est-ce pas? Le bureau administratif, a ricané Gideon. Considère cela comme ta contribution à la famille. Il me faisait payer pour la fête même où il venait de m'humilier. J'ai regardé la facture, puis je l'ai regardée à nouveau. J'ai eu un sourire crispé et vide. Bien sûr, Gideon. Ils sont tous retournés à leur conversation, pensant que je m'étais soumise comme je le faisais toujours. Mais ils ne savaient pas que le léger tintement de mon verre de vin frappant la table était le glas de tout leur empire. Pour bien saisir l'ampleur de ma décision cette nuit-là, il faut regarder en arrière. Mon histoire avec ma famille n'était pas seulement une série de petites contrariétés. C'était un musée de la douleur soigneusement organisé, rempli d'artefacts de leur trahison et de ma stupide loyauté. Commençons par la pièce à conviction A, le vol de 50 000 $. Il y a 5 ans, j'ai décroché mon premier contrat solo massif. C'était une retraite d'entreprise de 3 jours pour une grande société de technologie. J'ai passé 2 mois à présenter, concevoir et négocier. J'ai fait des nuits blanches, buvant du café froid, recherchant chaque détail de la marque du client. Quand ils ont finalement signé le contrat, il valait 50 000 $ de profit pur pour notre entreprise. C'était la plus grande victoire de ma carrière. Je me suis précipité dans le bureau de Gideon, rayonnante de fierté, agitant le contrat signé. Je pensais que c'était ça. C'était le moment où mon père me regarderait enfin avec fierté. Gideon a pris le contrat, a mis ses lunettes de lecture et l'a parcouru. Il n'a pas dit félicitations. Il n'a pas dit bon travail. Il a pris dans son bureau un lourd stylo noir et a physiquement barré mon nom sur la ligne du gestionnaire de compte. Juste sous mes yeux, il a écrit le nom de Sutton à la place. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, la voix tremblante. J'ai fait tout le travail. J'ai conclu l'affaire. Gideon n'a même pas levé les yeux. Le client est une jeune entreprise de technologie branchée, a-t-il dit froidement. Ils veulent traiter avec quelqu'un qui correspond à leur énergie. Sutton a le bon look. Tu es un peu trop rigide, Mérite. C'est mieux pour la marque si Sutton est le visage de ce compte. Tu t'occuperas toujours de la logistique en coulisses, bien sûr. J'étais dévasté. Je suis allé voir ma mère, espérant une once de justice.
j'ai trouvé Daria dans la véranda en train d'arranger des tulipes importées. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, les larmes coulant sur mon visage. Daria a soupiré, un son d'agacement profond, comme si mon chagrin d'amour était un inconvénient pour son après-midi. « Oh, Mérite, s'il te plaît, ne sois pas si dramatique, a-t-elle dit, sans même détourner le regard de ses fleurs. Tu sais que ta sœur est belle et correspond parfaitement à l'image de l'entreprise. Tu es le cerveau. Elle est la beauté. Tu es la sœur aînée. Tu dois apprendre à te mettre en retrait et à la laisser briller. Pourquoi dois-tu toujours être si jalouse? Jalouse. Je travaillais 90 heures par semaine pendant que ma sœur faisait des virées shopping à Paris et c'est moi qui étais jalouse. Puis il y a eu la pièce à conviction B, le grand contraste. À ma 7e année dans l'entreprise, les affaires étaient florissantes, entièrement grâce aux systèmes opérationnels que j'avais construits à partir de rien. Nous réalisions des profits records. J'ai demandé une augmentation à Gideon. Je gagnais encore un salaire de débutant pitoyable. Je lui ai dit que ma voiture tombait en panne et que je devais la remplacer pour pouvoir me rendre en toute sécurité sur les sites des événements. Nous réinvestissons tout dans l'entreprise en ce moment, Mérite, avait dit Gideon doucement. Nous devons tous faire des sacrifices pour l'héritage familial. Serre-toi la ceinture. 2 jours plus tard. 2 jours. Sutton est arrivé sur le parking du bureau dans une voiture de sport rouge cerise toute neuve. Une voiture qui coûtait 120 000 $. Elle a paradé dans le bureau, jetant les clés en l'air. Papa me l'a acheté comme prime de performance, a crié Sutton au réceptionniste. Il a dit que j'avais travaillé si dur dernièrement. Son dur labeur consistait à se présenter aux événements pendant 1 heure, à prendre des selfies pour les pages de médias sociaux de l'entreprise, puis à partir boire un verre avec ses amis. Pendant ce temps, je portais un blazer bon marché et démodé, je dormais 4 heures par nuit et je conduisais une voiture avec un chauffage cassé en plein hiver. J'ai confronté Gideon. Comment as-tu pu lui donner une prime de 120 000 $ alors que tu m'as dit que nous n'avions pas d'argent, ai-je exigé. Gideon a frappé des mains sur son bureau. Parce qu'elle amène les clients, Mérite. Les gens veulent être avec elle. Les gens veulent acheter ce qu'elle vend. Qu'est-ce que tu apportes? Des feuilles de calcul? Des listes de contrôle? N'importe qui peut faire ce que tu fais. Tu es facilement remplaçable. Sutton est une star. Ne remets plus jamais en question mes décisions financières. N'importe qui peut faire ce que tu fais. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des années. Ils ont réduit mon estime de soi à néant. J'ai commencé à les croire. J'ai commencé à croire que j'avais de la chance qu'ils me gardent. C'est la nature insidieuse des dynamiques familiales toxiques. Quand les personnes qui sont censées vous aimer et vous protéger vous disent constamment que vous ne valez rien, vous finissez par intérioriser l'abus. Vous devenez prisonnier dans une cage construite par votre propre famille. Je suis devenu le bouc émissaire, la bête de somme invisible. Si un événement se déroulait parfaitement, Gideon et Sutton s'en attribuaient tout le mérite dans les magazines. Si une seule serviette était mal pliée, j'étais traîné dans le bureau de mon père et réprimandé pendant 1 heure sur mon incompétence. Je n'arrêtais pas de penser, si seulement je me tais, si seulement je règle ce problème, si seulement je leur fais gagner 1 million de plus, ils me verront. Ils m'aimeront. Mais alors que j'étais assise à ce gala du 30e anniversaire, écoutant les échos de leur rire cruel, fixant la facture qu'ils s'attendaient à ce que je paie, j'ai regardé les pièces à conviction dans mon musée mental de la douleur. J'ai réalisé que ma loyauté n'était pas une vertu. C'était une maladie. Et le seul remède était de couper complètement l'infection. J'en avais fini d'espérer leur amour. J'étais prête à leur donner exactement ce qu'ils demandaient, mon absence. Est-ce que n'importe qui pouvait vraiment faire ce que je fais? J'étais sur le point de le découvrir. Et plus important encore, eux aussi. Le gala d'anniversaire s'est terminé vers minuit. Gideon, Daria et Sutton sont partis dans une voiture avec chauffeur, riant et complètement inconscients du changement qui venait de se produire dans l'univers. Je suis resté, supervisant l'équipe de nettoyage jusqu'à 2 heures du matin. J'ai payé la facture supplémentaire du lieu avec mes maigres économies, en gardant le reçu. Ce serait le dernier centime que cette famille m'extorquerait. Au lieu d'aller dans mon petit appartement délabré, j'ai conduit directement au bureau de Gideon Events en centre-ville. Le bâtiment était sombre et entièrement silencieux. L'odeur de café rassis et de désodorisant coûteux flottait dans l'air.
J'ai traversé les couloirs vides, mais pas étouffé par l'épaisse moquette. Je suis allé directement au bureau d'angle de mon père. Il était notoirement négligent avec ses papiers quand il buvait, et il avait beaucoup bu au gala. Bien sûr, la lourde porte en acajou était déverrouillée. Je suis entré et j'ai allumé la petite lampe de bureau. Son immense bureau en chêne était encombré de dossiers. Derrière le bureau, le tableau sur le mur était écarté, révélant le coffre-fort mural. L'affichage numérique était éteint, mais la lourde porte en métal était légèrement entr'ouverte. Gideon l'avait ouverte plus tôt dans la journée pour récupérer sa montre de luxe pour la fête et avait oublié de tourner le cadran pour la verrouiller. J'ai ouvert la lourde porte en acier. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets, quelques boîtes à bijoux en velours et plusieurs épaisses enveloppes manille. Je n'étais pas intéressé par l'argent. Je cherchais mon propre contrat de travail, que je devais examiner avant de faire mon prochain mouvement. J'ai sorti une épaisse pile de documents juridiques. En les feuilletant, un dossier spécifique a attiré mon attention. Il portait le nom de notre meilleur cabinet d'avocats d'affaires. La date sur le devant datait de 2 semaines. Je l'ai ouvert. Le jargon juridique était dense, mais j'avais passé 10 ans à examiner des contrats de fournisseurs. Je savais lire les petits caractères. C'était un plan de succession, une restructuration officielle et juridiquement contraignante des capitaux propres et des actifs de l'entreprise. J'ai lu les paragraphes lentement, mon cœur battant contre mes côtes. Au moment de la retraite ou du décès de Gideon, 100% des actions avec droit de vote, de la propriété intellectuelle et des actifs liquides de Gideon Events seraient transférés à l'unique héritier. J'ai suivi la page du doigt en cherchant le nom. Il était là, imprimé en encre noire et grasse. Sutton. Il y avait une clause secondaire, un minuscule paragraphe insultant au bas de la page 4. Il stipulait que l'employé connu sous le nom de Mérite serait maintenu en tant que directrice des opérations salariées, son maintien en poste étant subordonné à l'approbation du nouvel actionnaire majoritaire. Sutton. L'évaluation de l'entreprise jointe au document était stupéfiante. 2,5 millions de dollars. C'était l'empire que j'avais construit. J'avais créé le logiciel opérationnel. J'avais sécurisé les relations avec les fournisseurs. J'avais conçu les modèles d'événements qui nous avaient rendus célèbres. Et mon père était en train de léguer légalement chaque centime, chaque once de pouvoir à la sœur qui ne connaissait pas la différence entre une pivoine et une renoncule. Pire que ça, il me liait légalement à elle. Ils avaient l'intention que je passe le reste de ma vie à travailler comme la servante obéissante de Sutton, générant de la richesse pour elle pendant qu'elle paradait en s'attribuant le mérite. Je ne me sentais pas triste. Le temps des larmes était révolu depuis longtemps. Ce que je ressentais, c'était une rage froide et terrifiante. C'était un éveil. La dernière couche de la bonne et obéissante fille s'est consumée, ne laissant qu'une stratège pointue et calculatrice. Je n'étais pas leur fille. Je n'étais pas une sœur. J'étais un organisme hôte, et ils étaient les parasites se nourrissant de mon talent. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris des photos claires et en haute résolution de chaque page du plan de succession. J'ai remis le document dans l'enveloppe, l'ai placé exactement où je l'avais trouvé et j'ai doucement fermé la porte du coffre-fort, m'assurant qu'il avait l'air exactement comme Gideon l'avait laissé. Je suis sorti de son bureau et je suis allé à mon propre petit bureau dans l'open space à l'extérieur. Il était temps de procéder à une extraction chirurgicale. J'ai allumé mon ordinateur. La lueur de l'écran illuminait la pièce sombre. Gideon avait dit que n'importe qui pouvait faire mon travail. Il était convaincu que la magie de l'entreprise résidait dans son nom et le visage de Sutton. Il croyait vraiment que la logistique, les relations avec les clients, la gestion de crise, que tout cela n'était que du travail subalterne. J'ai ouvert la base de données maîtresse de l'entreprise. Je n'ai pas touché aux informations exclusives de l'entreprise. Je n'avais pas besoin de les voler. C'est moi qui avais tout créé de toute façon. Mais j'avais mon propre carnet d'adresses personnelles. En 10 ans, j'avais noué des relations personnelles profondes avec les meilleurs fleuristes, traiteurs, techniciens d'éclairage et gestionnaires de salles de l'État. Ils me respectaient. Ils savaient qui dirigeait vraiment la barque. J'ai soigneusement exporté mes contacts personnels. Puis j'ai commencé le processus de me séparer du réseau de Gideon Events. J'ai effacé mes mots de passe personnels. Je me suis déconnecté de tous les comptes administratifs. J'ai déconnecté mon téléphone portable personnel du serveur de l'entreprise. Quand j'ai eu fini,
il était 3h30 du matin. Je me suis assise dans le bureau silencieux en regardant le bureau vide. L'éveil était complet. Le bouc émissaire était mort. Le cerveau venait de prendre les commandes. Il voulait une pathétique moins que rien. Très bien. J'allais leur donner exactement ce qu'ils demandaient. Et quand les fondations s'effondreraient sous leurs pieds, ils n'auraient personne à blâmer sauf eux-mêmes. L'horloge sur mon écran d'ordinateur affichait 3h45 du matin. L'adrénaline pompait dans mes veines, me gardant complètement éveillé. Je devais agir vite. Gideon arrivait généralement au bureau à 9h, et j'avais l'intention d'être un fantôme bien avant que ses chaussures en cuir italien polies ne foulent la moquette. J'ai ouvert un document vierge et j'ai tapé ma lettre de démission. Ce n'était pas un adieu larmoyant. Ce n'était pas une longue liste de griefs. Je refusais de leur donner la satisfaction de savoir qu'ils m'avaient blessé. La lettre contenait exactement une phrase. Je démissionne de mon poste chez Gideon Events, avec effet immédiat. Bonne chance. Je l'ai imprimée, l'ai signée d'une main ferme et l'ai placée parfaitement au centre de mon bureau. À côté, j'ai placé ma lourde carte clé d'entreprise en argent et ma carte de crédit d'entreprise. Puis vint l'extraction financière. Des années auparavant, Gideon m'avait généreusement donné un petit fonds de départ pour payer mes premiers cours de gestion hôtelière. C'était la seule chose qu'il m'ait jamais donnée, et il ne me laissait jamais l'oublier. Il le mentionnait à chaque dispute familiale pour prouver à quel point j'étais ingrate. Je me suis connecté à mon compte bancaire personnel. J'avais économisé en secret pendant des années, vivant de presque rien. J'ai calculé le montant exact qu'il m'avait donné, j'ai appliqué un taux d'inflation généreux pour les 10 dernières années et j'ai fait un chèque de 48 500 $. Cela a anéanti plus de la moitié de mes économies, mais le prix de la liberté valait chaque centime. J'ai placé le chèque directement sur la lettre de démission. Je partais sans rien qui leur appartenait. Il n'y aurait aucune accusation de vol, aucune faille juridique qu'ils pourraient utiliser pour me ramener. Je coupais le cordon, proprement et définitivement. J'ai emballé mes quelques affaires personnelles dans une boîte en carton, une photo de moi encadrée de l'université avant que la lumière ne s'éteigne dans mes yeux, une tasse à café préférée, ma souris ergonomique. À 4h30 du matin, je suis sorti de l'immeuble de bureau et j'ai verrouillé les lourdes portes en verre derrière moi. L'air frais de la nuit m'a frappé le visage et pour la première fois en une décennie, j'ai pris une profonde inspiration qui ne semblait pas lourde d'anxiété. J'ai conduit jusqu'à mon appartement. J'avais déjà passé un appel pendant mon trajet. Quand je me suis garé sur le trottoir, une camionnette bleue cabossée tournait déjà au ralenti devant mon immeuble. Appuyée contre le capot se trouvait Callaway. Callaway était la sœur cadette de ma mère, ma tante. Mais dans le récit familial des Gideon, elle était le mouton noir. Des années auparavant, elle avait refusé de travailler dans l'entreprise familiale, choisissant plutôt de vivre une vie de bohème, dirigeant une galerie d'art indépendante et vivant entièrement selon ses propres termes. Daria l'avait pratiquement reniée pour être une honte pour leur image de la haute société. Pour cette raison, Callaway était la seule personne au monde en qui je pouvais avoir confiance. Elle savait exactement à quel point mes parents étaient toxiques. « Tu l'as vraiment fait ?» a dit Callaway, écrasant une cigarette sous sa botte alors que je m'approchais. « Je peux le voir dans tes yeux. Le charme est rompu. » « Il est rompu, ai-je dit doucement. « J'ai besoin de ton aide, Cal. Je dois être parti avant le lever du soleil. » Callaway n'a pas posé de questions. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr ou si je voulais y réfléchir. Elle a juste hoché la tête, a attrapé une pile de cartons de déménagement aplatis à l'arrière de sa camionnette et m'a suivi à l'étage. Nous avons travaillé en silence, emballant ma vie avec une précision militaire. Je n'ai pris que ce qui était absolument nécessaire. Mes vêtements, mon ordinateur portable, mes documents personnels. J'ai laissé derrière moi tout ce qui avait été un cadeau de ma famille. Les sacs de créateur lait que Daria m'avait achetés et que je n'ai jamais utilisés. Les bijoux bon marché que Sutton m'avait offerts à Noël. Je les ai tous jetés dans la poubelle de la cuisine. À 6h du matin, l'appartement était vide. Le soleil du matin commençait juste à poindre à l'horizon, jetant une lumière rose pâle sur les rues de la ville. Je me tenais dans le salon vide, tenant ma dernière boîte. « Où allons-nous » a demandé Callaway, appuyé contre le cadre de la porte. « Une ville à 3 heures d'ici » ai-je dit. J'ai déjà trouvé un entrepôt bon marché à louer sur Craigslist. Il y a un petit logement au-dessus.
Callaway a haussé un sourcil. Un entrepôt? Mérite? Tu viens de quitter un empire de 2,5 millions de dollars. Tu vas vivre dans un entrepôt. J'ai souri. C'était un sourire sincère. C'est une toile vierge, Kell. Je vais construire mon propre empire, et cette fois, mon nom sera sur la porte. Nous avons chargé la dernière boîte à l'arrière de sa camionnette. J'ai verrouillé la porte de l'appartement et j'ai déposé les clés dans la boîte aux lettres du propriétaire. Je suis monté sur le siège passager de la camionnette de Callaway. Alors qu'elle mettait la voiture en marche et s'éloignait du trottoir, j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai retiré la carte SIM, je l'ai cassée en deux et je l'ai jetée par la fenêtre dans le caniveau. Il n'y aurait aucun moyen de me suivre. Il n'y aurait pas d'appel téléphonique furieux de Gideon, exigeant que je revienne réparer le désordre que Sutton avait fait. Il n'y aurait pas de culpabilisation de la part de Daria. Je sectionnais la chronologie. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé la scène qui était sur le point de se dérouler au bureau. Gideon arriverait à 9 heures. Il s'attendrait à une tasse de café chaud et à un itinéraire imprimé sur son bureau. Au lieu de cela, il trouverait le silence. Il sortirait dans l'open space et verrait mon bureau vide. Il verrait la carte clé, la carte de crédit, la lettre de démission et le chèque de 48 500 $. Il rirait probablement au début. Il penserait que c'est un caprice. Il dirait à Sutton, laisse-la se calmer quelques jours. Elle reviendra en rampant. Elle a besoin de nous. Elle n'est rien sans nous. Mais alors que les jours se transformeraient en semaines et que les vendeurs cesseraient de retourner leurs appels et que les systèmes logistiques tomberaient en panne parce que personne ne connaissait les mots de passe administratifs, le rire cesserait. Le fantôme avait quitté la machine et la machine était sur le point de s'autodétruire. L'entrepôt était exactement comme annoncé sur Internet, c'est-à-dire que c'était un désastre. Il était situé dans le quartier industriel d'une ville tentaculaire à 3 heures de ma vie passée. Le quartier sentait l'huile de moteur et l'eau salée des quais voisins. Le bâtiment lui-même était une boîte de métal géante et résonnante avec des sols en béton, des tuyaux apparents et un minuscule studio douteux construit dans le loft au-dessus. Quand Callaway m'a aidé à monter ma dernière boîte par les escaliers métalliques branlants, elle a regardé autour du loft poussiéreux, a essuyé une traînée de saleté de son front et a soupiré. « Eh bien, ce n'est certainement pas la salle de bal en cristal », a-t-elle dit sèchement. J'ai regardé les taches d'eau sur le plafond et l'unique ampoule nue suspendue à un fil. « C'est parfait », ai-je répondu. « Parce que c'est à moi. » Callaway m'a serré fort dans ses bras avant de rentrer chez elle. « Ne les laisse pas te ramener dans l'obscurité, Mérite, a-t-elle chuchoté. « Je ne le ferai pas, ai-je promis. » Le premier mois a été brutal. Je fonctionnais sur les dernières vapeurs de mes économies. J'ai acheté un téléphone prépayé bon marché avec un nouvel indicatif régional. J'ai créé une empreinte numérique complètement nouvelle, une nouvelle adresse e-mail, un nouveau profil professionnel. J'ai effacé toute trace de mon association avec Gideon Events d'Internet. Je ne voulais aucun lien avec le nom de mon père. J'ai enregistré une nouvelle SARL, Luminina Events. Le nom ressemblait à une promesse, lumière, clarté, vérité. Mais avoir un nom d'entreprise n'attire pas automatiquement les clients, surtout quand on est un fantôme sans portefeuille public. Je ne pouvais utiliser aucun de mes anciens travaux pour faire de la publicité car tout appartenait légalement à l'entreprise de Gideon. J'ai dû repartir de zéro. J'ai enfilé un jean et un t-shirt noir uni. Pendant 10 ans, je m'étais habillé de vêtements d'entreprise ternes et invisibles pour éviter d'attirer la jalousie de Sutton. Maintenant, je m'habillais pour l'utilité. J'ai attaché mes cheveux en une tresse serrée. J'ai commencé à frapper aux portes. Je suis allé dans des centres communautaires locaux, de petites organisations à but non lucratif et des artistes indépendants. Des gens qui avaient besoin de planification d'événements mais ne pouvaient pas se permettre des prix de luxe. Mon premier client était un refuge pour animaux local qui organisait un week-end d'adoption. Leur budget était pratiquement inexistant. 500 $ pour toute l'installation. Chez Gideon Events, nous n'aurions même pas répondu au téléphone pour un budget de 500 $. Mais je l'ai accepté. J'ai traité cette campagne d'adoption du refuge pour animaux avec la même intensité et la même précision que j'utilisais pour les galas à $1 million. J'ai passé 3 jours à transformer un parking-salle en un festival communautaire vibrant et accueillant. J'ai négocié avec des food trucks locaux pour qu'ils donnent une partie de leurs ventes.
J'ai utilisé du tissu bon marché et de couleurs vives pour créer des tentes d'ombrage. J'ai parfaitement organisé l'agencement pour maximiser le passage vers les chiens de sauvetage. L'événement a été un succès massif. Ils ont fait adopter chaque animal, doublant leur précédent record. À la fin de la journée, la directrice du refuge, une femme d'une 60aine d'années à l'air fatiguée, s'est approchée de moi. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a saisi mes deux mains et les a serrées fort. « Vous êtes une faiseuse de miracles, Mérite, a-t-elle dit, la voix tremblante de gratitude. Je n'ai jamais vu cet endroit aussi beau. Nous n'aurions jamais pu faire ça sans vous. Merci. Je suis restée là, stupéfaite. C'était une phrase si simple, merci. Mais en 10 ans de travail pour ma famille, générant des millions de dollars de revenus, je n'avais jamais entendu ces mots m'être adressés. C'était toujours, merci, Gideon. Merci, Sutton. Je n'étais que le bruit de fond. Entendre quelqu'un me regarder dans les yeux et reconnaître ma valeur spécifique a été comme un choc pour mon système nerveux. J'ai souri et pour la première fois de ma vie d'adulte, cela a atteint mes yeux. De rien, ai-je dit. Ce petit événement a été l'étincelle. Le bouche-à-oreille dans le secteur à but non lucratif se propage rapidement. La directrice du refuge m'a recommandé à une galerie d'art locale qui m'a recommandé à un conseil de charité régional. Je travaillais sans relâche. Je vivais de nouilles ramen et de café instantané. Je passais mes journées à démarcher des clients et mes nuits à dessiner des plans d'étage sur une table pliante bon marché dans mon loft poussiéreux. Lentement, j'ai commencé à changer, pas seulement professionnellement, mais physiquement. L'anxiété constante qui pesait lourdement sur ma poitrine s'était évaporée. J'ai commencé à dormir toute la nuit. Les cernes sous mes yeux ont disparu. J'ai arrêté de marcher avec les épaules voûtées. J'ai acheté quelques tenues élégantes et bien coupées dans des couleurs vives, des verts émeraudes et des saphirs profonds. Des couleurs que je n'aurais jamais osé porter près de Sutton. Quand je me suis regardé dans le petit miroir de la salle de bain de mon loft, je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. La pathétique moins que rien n'avait disparu. Me faisant face se trouvait une PDG vive et confiante qui savait exactement ce qu'elle valait. 6 mois après le début de ma nouvelle vie, Luminina Events a décroché son premier contrat d'entreprise majeure. Une start-up technologique avait besoin d'une soirée de lancement. J'ai proposé un concept audacieux et innovant et j'ai conclu l'affaire moi-même. Marge bénéficiaire, 30 000 $. Je me suis assise dans mon entrepôt en regardant le contrat signé. Je l'avais construit à partir de rien. Pas de nom de famille, pas de richesse héritée, juste ma propre intelligence et ma ténacité. Pendant ce temps, à 3 heures de là, l'empire que j'avais laissé derrière moi commençait à pourrir de l'intérieur, et l'odeur était sur le point d'atteindre les pages de la haute société. Pendant que je construisais mes fondations dans l'ombre, Gideon Events vivait la réalité dévastatrice de la perte de ses fondations. Je n'avais pas besoin de les espionner pour savoir ce qui se passait. Dans l'industrie hôtelière d'élite, les ragots sont la principale monnaie d'échange et les nouvelles voyagent plus vite qu'un verre de vin rouge renversé sur un tapis blanc. Grâce à mon réseau privé de fournisseurs, les personnes avec qui j'avais discrètement entretenu des relations, j'ai entendu les histoires. Au début, Gideon avait essayé de minimiser ma disparition comme un inconvénient mineur. Il a promu une assistante junior à mon poste, supposant que mon travail consistait simplement à répondre aux emails et à pousser des papiers. Il pensait que son charme et le visage de Sutton suffisaient à faire tourner la machine. Il avait catastrophiquement tort. En 2 mois, les fissures se sont transformées en trous béants. Sutton, laissé à gérer réellement les relations avec les clients sans que je sois là pour lui souffler les réponses à l'oreille, était une catastrophe ambulante. Le premier échec majeur fut un mariage de la haute société dans les Hamptons. Sutton a oublié d'obtenir les permis de la ville pour le feu d'artifice massif. La police est arrivée et a mis fin à la réception à 22 heures. La famille de la mariée, furieuse et humiliée, a menacé de poursuivre. Gideon a dû rembourser l'intégralité des frais de 100 000 $ pour les garder hors du tribunal. Le deuxième échec fut un sommet d'entreprise. Sutton a approuvé un menu de traiteur sans vérifier les restrictions alimentaires du PDG, qui était très allergique aux crustacés. Une ambulance a dû être appelée pendant le discours d'ouverture. Un autre désastre, un autre remboursement massif. Au bout de 4 mois, ils avaient perdu 3 contrats majeurs. Le bruit courait que Gideon Events avait perdu son talent.
Les vendeurs qui étaient habitués à mes paiements rapides et à mes plannings organisés ont commencé à refuser de travailler avec eux sans d'énormes acomptes en espèces. Sutton piquait des colères quotidiennes au bureau, blâmant tout le monde sauf elle-même. Gideon buvait plus, sa façade polie se fissurant sous le stress de l'hémorragie d'argent. Au total, en 6 mois, ils avaient perdu plus de 500 000 $ en revenus et remboursements. Ils se vidaient de leur sang. Et puis l'univers a livré la parfaite ironie du sort. Le plus grand événement de l'année approchait, le gala de charité de la Fondation Deere. Arthur Deere était un magnate de l'immobilier milliardaire et l'homme le plus puissant de la ville. Son gala de charité annuel était le joyau de la couronne du calendrier social. Obtenir le contrat pour le gérer était une garantie de prestige et de millions d'affaires futures. Gideon Events avait détenu le contrat pendant les 3 dernières années uniquement parce que j'avais exécuté chaque détail à la perfection. Mais cette année, Arthur Deere était nerveux. Il avait entendu les rumeurs sur les récents échecs de Gideon. Il a convoqué Gideon à une réunion et lui a posé un ultimatum. Ils exigeaient la perfection absolue. Ils voulaient un concept de design follement innovant, un plan d'exécution logistique sans faille et la garantie que Sutton ne gérerait pas l'événement sur place. Si Gideon échouait, la Fondation Deere romprait publiquement ses liens avec son entreprise, détruisant ainsi à jamais la marque Gideon Events. Gideon était désespéré. Il savait que son équipe interne était incapable de réaliser le niveau de sophistication qu'ils exigeaient. Il avait besoin d'un prête-plume. Il avait besoin d'un sous-traitant qui pourrait faire le gros du travail en coulisses tout en permettant à Gideon Events d'apposer son nom sur le produit final et de s'en attribuer le mérite. Il avait besoin exactement de ce que j'étais autrefois. Par le biais de son réseau, Gideon a commencé à chercher une petite agence événementielle discrète qui pourrait gérer un projet de grande envergure, mais qui était assez affamé pour accepter un contrat en marque blanche. Un contrat en marque blanche signifiait que le sous-traitant faisait tout le travail, mais acceptait de rester complètement anonyme, en signant un accord de non-divulgation strict. Un de mes anciens contacts fournisseurs, un directeur de l'éclairage qui savait que j'avais créé ma propre entreprise, a discrètement glissé le nom de Luminina Events sur le bureau de l'assistante désespérée de Gideon. L'assistante, ne connaissant rien de ma véritable identité, a vu mon nouveau portefeuille impressionnant d'événements d'entreprise récents et sans faille et l'a apporté à Gideon. Un mardi après-midi, mon téléphone prépayé a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais l'indicatif régional était de mon ancienne ville. J'ai répondu, Luminina Events, comment puis-je vous aider? En gardant ma voix douce et professionnelle. Oui, bonjour. Une voix paniquée et fluette a dit, c'est le bureau de Gideon Events. J'appelle au nom du PDG. Nous avons un gala de grande envergure à venir et nous cherchons à faire appel à un sous-traitant spécialisé pour gérer la conception logistique et l'exécution. Nous avons entendu dire que Luminina Events fait un travail exceptionnel. Je me suis figé une seconde. Le souffle m'a manqué. C'était la nouvelle assistante de Gideon. Il m'appelait. Il n'avait aucune idée de qui j'étais car le site web de Luminina Events n'avait aucune photo de mon visage, seulement des photos de mes superbes créations d'événements. L'ironie pure de la situation m'a frappé comme un coup physique. Le père qui m'avait dit que j'étais une pathétique moins que rien tendait maintenant désespérément la main à mon entreprise anonyme pour sauver son empire mourant. J'ai souri, un sourire lent et dangereux. J'écoute, ai-je dit. L'assistante a expliqué les paramètres. C'était le gala Deere. Ils avaient besoin d'une conception conceptuelle complète, d'une coordination des fournisseurs et d'une exécution du déroulement, mais l'assistante a souligné que cela devait être complètement en marque blanche. Gideon Events prend tout le crédit public. Vous seriez strictement en coulisses. Nous sommes prêts à payer une prime pour votre discrétion absolue. Ils voulaient acheter un cerveau parce que le leur était défaillant. Veuillez envoyer le brief initial et le budget proposé, ai-je dit calmement. Mon équipe juridique l'examinera et nous vous ferons savoir si nous sommes intéressés par le contrat. J'ai raccroché et je me suis adossé à ma chaise. L'entrepôt ne semblait soudain plus si vide. Il ressemblait à une salle de guerre. Gideon ne le savait pas, mais il venait de tomber droit dans la toile d'araignée. Il suppliait sa fille invisible et rejetait de lui lancer une bouée de sauvetage et j'allais lui lancer une enclume. L'email de l'assistante de Gideon est arrivé le lendemain matin. Il contenait le brief initial pour le gala de charité de la Fondation Deere. En lisant le document sur mon ordinateur portable, assise dans mon entrepôt résonnant, je pouvais presque sentir le désespoir suinter à travers le texte numérique.
Ils étaient complètement perdus. Le brief était un désordre chaotique d'idées contradictoires, de délais irréalistes et d'un budget qui n'avait absolument aucun sens mathématique. Sutton avait clairement essayé de le rédiger, jetant des mots à la mode sans comprendre la logistique réelle de l'exécution d'un événement de luxe de 500 personnes. S'il présentait cela à Arthur Dear, il les aurait chassés de sa salle de conseil en riant. Il dépendait entièrement de qui que soit Lumina Events pour les sauver de la ruine totale. Il était temps de tendre le piège. Je n'ai pas répondu directement. J'ai engagé un avocat d'affaires vif et agressif en ville. Je lui ai demandé de gérer toutes les communications avec Gideon Events. Mon identité en tant que PDG de Lumina Events devait rester strictement confidentielle, protégée derrière des couches d'enregistrement d'entreprise et un accord de non-divulgation à toute épreuve. La phase de négociation fut un chef-d'œuvre de guerre juridique. Mon avocat a envoyé les conditions. Lumina Events prendrait le contrat, concevrait le concept et exécuterait le déroulement. Cependant, mes exigences étaient absolues. Premièrement, toute communication devait se faire par email ou par l'intermédiaire des avocats. Pas d'appel téléphonique, pas de réunion en personne. L'excuse que nous avons donnée était que notre petite entreprise gérait actuellement des clients internationaux et que notre emploi du temps était strictement bloqué. Deuxièmement, les conditions financières. J'ai exigé des frais de contrat non annulables de $250 000, pas un pourcentage, des frais forfaitaires garantis avec 50% payés d'avance sur un compte séquestre sécurisé. Quand Gideon a vu le chiffre, mon avocat a rapporté qu'il a failli avoir une attaque. Il a essayé de repousser. Il a essayé de négocier à 100 000. Il a prétendu que c'était une somme scandaleuse pour un sous-traitant en marque blanche. Mon avocat a simplement répondu par une seule phrase. Lumina Events décline respectueusement votre contre-offre et vous souhaite bonne chance pour le gala de la Fondation Dear. 30 minutes plus tard, le contrat signé est apparu dans la boîte de réception de mon avocat. Gideon n'avait aucun levier. Il était acculé, se vidant de son sang, et j'étais le seul garrot disponible. Mais la partie la plus cruciale du piège était la clause pénale. J'ai fait rédiger par mon avocat une stipulation très spécifique et en béton. Si Gideon Events ne fournissait pas l'accès nécessaire au lieu, interférait avec l'exécution logistique ou violait la confidentialité de l'accord en marque blanche, il serait redevable de dommages-intérêts égaux à 3 fois la valeur du contrat, soit $750 000. C'était une guillotine financière suspendue directement au-dessus du cou de mon père. Le contrat signé et les premiers $125 000 déposés en toute sécurité sur mon compte professionnel, le vrai travail a commencé. J'avais 6 semaines pour réaliser le plus grand événement de ma carrière. J'ai travaillé comme une possédée. Je dormais peut-être 3 heures par nuit. Mon entrepôt s'est transformé en une tempête chaotique et magnifique d'échantillons de tissus, de plans d'éclairage et d'arrangements floraux. J'ai conçu un concept à couper le souffle de modernité, utilisant une cartographie de projection immersive, des plafonds floraux suspendus et un menu qui était une œuvre d'art culinaire. Mais j'ai fait autre chose. J'ai tissé ma propre signature dans le tissu même de l'événement. Dans le monde de l'événementiel haut de gamme, chaque grand designer a sa carte de visite. Pendant des années chez Gideon Events, ma signature cachée était l'utilisation de rares delphinium bleu nuit placés stratégiquement à la table d'honneur et un motif de pliage géométrique très spécifique pour les serviettes en lin. Gideon et Sutton n'ont jamais remarqué ces détails. Ils étaient trop occupés à prendre des photos pour les magazines. Mais les clients d'élite l'ont remarqué. Arthur Dear l'a remarqué. J'ai saturé le design du gala Dear de mes signatures. J'ai commandé des milliers de delphinium bleu nuit. J'ai explicitement imposé les plis de serviettes géométriques dans le brief du traiteur. J'ai utilisé exactement les mêmes techniciens d'éclairage spécialisés que j'avais utilisés pour les galas précédents, ceux qui connaissaient mes cues d'éclairage préférés par cœur. Je construisais un chef-d'œuvre qui criait mon nom, complètement déguisé sous la fausse étiquette de Gideon Events. Tout était coordonné sans faille par email. L'assistante de Gideon envoyait désespérément des messages frénétiques demandant des mises à jour, et je répondais avec des feuilles de calcul froides et parfaitement organisées et des paquets de rendus de conception. Au cours de la dernière semaine avant le gala, mon avocat m'a transféré un email de Gideon lui-même. Il était adressé au PDG anonyme de Lumina Events. L'email disait « Je dois admettre que l'efficacité de votre équipe est remarquable. Les designs sont spectaculaires. J'ai hâte de vous rencontrer en personne un jour pour vous remercier de nous aider à maintenir l'héritage d'excellence de notre famille.
J'ai lu les mots et j'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. Héritage d'excellence de la famille. Il se croyait toujours le roi. Il croyait toujours qu'il avait simplement acheté une autre bête de somme pour tirer son carrosse doré. J'ai tapé une très brève réponse et l'ai fait envoyer par mon avocat. Le plaisir sera entièrement pour moi. Nous nous verrons au gala. Le piège était entièrement tendu. L'appât avait été pris. Les mâchoires étaient prêtes à se refermer. Et la meilleure partie, c'est qu'il m'avait payé 250 000 $ pour construire la scène même où leur empire allait brûler. La nuit du gala de charité de la Fondation Dir est arrivée. Le lieu était une immense armurerie historique du centre-ville. Un espace caverneux de briques apparentes et d'arches en acier élancé. C'était un espace incroyablement difficile à travailler, mais sous ma direction, il avait été transformé en un paradis moderne. Je suis arrivé sur les lieux à 6 heures du matin. J'étais vêtu d'une tenue d'équipe noire standard, portant un casque, une casquette de baseball noire tirée bas sur mon visage et un masque médical. Je me fondais parfaitement parmi les dizaines de monteurs, de fleuristes et de traiteurs qui s'affairaient sur le sol. J'étais un fantôme dans ma propre machine. Pendant 10 heures, j'ai dirigé la symphonie du chaos. J'ai regardé la cartographie de projection prendre vie, projetant des nébuleuses tourbillonnantes d'argent et de bleu nuit sur les murs de briques. J'ai supervisé l'installation du plafond suspendu, une immense prairie inversée d'orchidées blanches et de mes delphiniums bleu nuit signature. C'était magnifique. C'était parfait. À 16 heures, l'équipe de Gideon Events est arrivée. Je me tenais dans l'ombre près de la cuisine de restauration et je les ai regardés entrer. Gideon portait un smoking sur mesure, ayant l'air en tout point du patriarche aristocratique. Daria était à son bras, couverte d'émeraude. Et Sutton. Sutton est entrée vêtue d'une robe dorée scintillante, tenant un presse-papier qu'elle ne savait manifestement pas utiliser, posant comme si les paparazzis étaient déjà là. Ils sont entrés dans la salle de bal principale et se sont arrêtés net. Je pouvais voir le choc absolu sur leur visage. Ils avaient vu les rendus numériques, mais se tenir à l'intérieur de la manifestation physique réelle de mon travail était une expérience entièrement différente. Gideon a levé les yeux vers le plafond floral, la bouche légèrement ouverte. Sutton a pratiquement couru vers les tables, touchant le linge de table coûteux et regardant les centres de table avec de grands yeux. C'est incroyable, a murmuré Gideon à son assistante. Où est l'équipe de Luminina? Je veux leur serrer la main. L'assistante a vérifié sa tablette nerveusement. Ils ont dit que leur directeur d'exécution est sur place, mais qu'ils préfèrent rester hors de vue. Ils ont demandé que nous n'interférions pas avec le personnel de salle. Gideon a agité la main avec dédain, son arrogance revenant immédiatement. Très bien, laissons les petites mains dans l'ombre. Nous avons des mains à serrer. Sutton, assure-toi de te tenir près de l'entrée quand les photographes arriveront. Dis-leur que le plafond suspendu était ton inspiration. Mon sang s'est glacé, mais je n'ai pas bougé. J'ai juste regardé. Je les ai regardés voler mon génie, tout comme ils l'avaient fait pendant une décennie. Seulement cette fois, je savais que le compte à rebours était lancé. À 19 heures, les portes se sont ouvertes. L'élite de la ville a afflué. Milliardaires, politiciens, célébrités. L'atmosphère était électrique. Les invités poussaient des exclamations audibles en entrant dans la salle de bal. Je me suis retiré dans une petite loge privée située derrière la scène principale. J'ai enlevé mon casque. J'ai enlevé la casquette noire et le masque médical. À l'intérieur d'une housse à vêtements suspendue à la porte se trouvait l'armure que j'avais choisie pour ce soir. C'était une robe de soirée longue et sur mesure d'une nuance de rouge sang brillant et indéniable. C'était une robe qui commandait l'attention. C'était une robe qui refusait d'être ignorée. C'était l'exact opposé des tailleurs pantalons gris invisibles que j'avais portés pendant 10 ans. J'ai enfilé la robe. Je me suis maquillé d'une main ferme. Rouge à lèvres rouges, eyeliner pointu. J'ai brossé mes cheveux jusqu'à ce qu'ils tombent en vagues sombres sur mes épaules. Je me suis regardé dans le miroir en pied. La pathétique moins que rien n'était morte. J'étais maintenant l'architecte de mon propre destin. J'ai entrouvert la porte de la loge juste assez pour voir la scène principale et les tables de devant. Le dîner a été servi sans faille. Les serviettes géométriques ont été dépliées. Le vin a été versé. À la table d'honneur, Gideon et Sutton se prélassaient dans la gloire.
des gens venaient constamment vers eux, serrant la main de Gideon, embrassant la joue de Sutton. « Gideon, c'est votre meilleur travail à ce jour, » a dit le maire, en tapant sur l'épaule de mon père. « Simplement extraordinaire. »« Merci. Arthur nous a lancé un défi et notre famille est toujours à la hauteur de l'occasion, » a rayonné Gideon doucement. Sutton s'est vraiment surpassé avec les concepts floraux cette année. Sutton a esquissé un modeste sourire de convenance. Ça m'est juste venu dans un rêve, a-t-elle menti sans effort. À 21h, c'était l'heure du discours d'ouverture. Les lumières de la salle se sont tamisées. Un projecteur a frappé le centre de la scène. Arthur Deere, le bienfaiteur milliardaire, s'est approché du podium. La salle est tombée dans un silence respectueux. Deere a ajusté le microphone. C'était un homme perspicace, aux yeux vifs, qui ne tolérait pas les imbéciles. Il a regardé la foule. « Bienvenue à tous à la soirée de collecte de fonds la plus réussie de l'histoire de notre fondation », a commencé Deere. Sa voix a résonné dans l'armurerie. « Regardez autour de vous. La beauté de cette salle est un témoignage de ce qui se passe lorsque la vraie vision rencontre un dévouement sans faille. » Gideon a bombé le torse à la table de devant. Sutton a touché ses cheveux, se préparant pour les applaudissements. « Maintenant, » a continué Deere, sortant une petite carte de la poche de son smoking. « Je travaille avec Gideon Events depuis des années, et je suis un homme qui accorde une très grande attention aux détails. » Il a fait une pause. Le silence dans la salle est soudain devenu lourd. « Quand je suis entré ce soir, » a dit Deere, sa voix baissant légèrement, « j'ai remarqué les delphiniums bleu nuit. J'ai remarqué les plis géométriques spécifiques du linge de table. J'ai remarqué un niveau de perfection logistique que je n'avais pas vu chez Gideon Events depuis plus de 6 mois. » Le sourire de Gideon a vacillé. Il s'est agité inconfortablement sur son siège. Deere a regardé directement Gideon. « Vous voyez, Gideon, je n'aime pas qu'on me mente. J'ai été clair sur le fait que je voulais la perfection ce soir. Vous m'avez promis que votre équipe familiale pourrait livrer la marchandise. Mais mon équipe de sécurité fait des vérifications d'antécédents de routine sur tous les principaux fournisseurs. Et ils ont trouvé une piste d'entreprise très intéressante menant aux véritables architectes du gala de ce soir. » Un murmure a parcouru la foule. Sutton avait l'air paniqué. Le visage de Gideon devenait d'un gris pâle. « Alors ce soir, » a dit Deere, sa voix résonnant clairement, « j'aimerais remercier comme il se doit le véritable visionnaire derrière ce chef-d'œuvre, car le mérite revient à qui il est dû. » Deere a regardé vers le côté de la scène, les lourds rideaux de velours. Il a fait un geste de la main. « Mesdames et messieurs, veuillez diriger vos applaudissements vers le brillant PDG de Lumina Events. » Le projecteur s'est détaché du podium. Il a balayé la salle sombre, fendant l'obscurité jusqu'à ce qu'il atteigne les rideaux de velours. La musique a enflé et j'ai ouvert les rideaux. Je suis sorti de l'ombre et suis entré dans le cercle aveuglant du projecteur. Le rouge brillant de ma robe a capté la lumière comme une flamme. Je ne me suis pas précipité. J'ai marché à pas lents, mesuré, délibéré sur la scène surélevée vers Arthur Deere. Le claquement de mes talons a résonné dans l'énorme système de sonorisation. Pendant quelques secondes, la foule était simplement curieuse. Ils applaudissaient poliment, attendant de voir qui était ce mystérieux PDG. Mais à la table de devant, la réaction a été instantanée et violente. Gideon s'est à moitié levé de sa chaise, ses mains agrippant le bord de la table si fort que ses jointures étaient blanches. Sa mâchoire est tombée. Daria a eu un hoquet bruyant, sa main volant vers sa poitrine, serrant son collier de diamants comme si elle avait une crise cardiaque. Et Sutton. Sutton est resté là à regarder. Ses yeux étaient grands ouverts, complètement fixes. Le verre de champagne dans sa main s'est incliné. Le liquide coûteux s'est répandu, s'accumulant sur la nappe blanche immaculée, mais elle ne l'a même pas remarqué. J'ai atteint le podium. Arthur Deere m'a souri, un sourire sincère et respectueux, et s'est écarté, m'offrant le microphone. Je l'avais rencontré en privé 3 jours auparavant. Je lui avais montré le contrat en marque blanche. Je lui avais montré les emails. J'avais prouvé que Gideon Events était une coquille vide et que c'était moi qui avais organisé ces galas précédents. Deere détestait être trompé et il aimait la compétence absolue. Il avait accepté de me donner la scène. J'ai saisi les bords du podium. J'ai baissé les yeux sur la mer de visage.
300 des personnes les plus puissantes de l'État. Et juste au premier rang, baigné par la lueur des projecteurs de la scène, se trouvait ma famille. Les personnes qui m'avaient qualifié de pathétique moins que rien. Les applaudissements polis se sont tus. La salle est devenue si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. « Bonsoir », ai-je dit. Ma voix était calme, stable et amplifiée pour remplir toute l'armurerie. Je m'appelle Mérite. Je suis la fondatrice et PDG de Lumina Events. Un chuchotement confus a commencé à se répandre parmi les invités qui connaissaient la famille Gideon. Ils reconnaissaient mon nom. Ils reconnaissaient mon visage. Ils savaient que j'étais la fille de Gideon. J'ai regardé directement mon père. Il avait l'air de vibrer de rage et de terreur pure. Au cours des 10 dernières années, ai-je continué, ma voix coupant les chuchotements comme un couteau, j'étais la directrice des opérations invisibles de Gideon Events. J'ai conçu les concepts. J'ai construit la logistique. J'ai géré les crises. Mais ma famille a déterminé que je ne correspondais pas à l'image esthétique de leur marque. On m'a dit que j'étais simplement une employée de bureau, que n'importe qui pouvait faire mon travail, que sans leur nom, je n'étais rien. Sutton a finalement laissé tomber son verre de champagne. Il s'est brisé contre le bord de la table. Le son aigu du verre brisé a résonné bruyamment, mais personne n'a quitté la scène des yeux. Il y a un an, ai-je dit, j'ai décidé de tester cette théorie. J'ai démissionné. Je suis parti avec rien d'autre que les vêtements sur mon dos, quelques boîtes et ma propre éthique de travail. J'ai lancé Lumina Events dans un entrepôt vide. J'ai fait un large geste vers la magnifique salle qui nous entourait, le plafond suspendu, la cartographie de projection. Quand la fondation DIR a exigé la perfection pour ce soir, Gideon Events a réalisé qu'ils ne pouvaient plus la fournir seuls. Leurs systèmes internes s'étaient effondrés, alors ils ont cherché la meilleure entreprise indépendante qu'ils pouvaient trouver. Ils ont signé un contrat en marque blanche, acceptant de payer 250 000 $ à un sous-traitant secret, avec l'intention de s'attribuer tout le crédit public pour le travail. Les halètements de la foule étaient audibles maintenant. Les riches mondains se couvraient la bouche. Les magnats des affaires regardaient Gideon avec un dégoût manifeste. Dans ce cercle, l'incompétence était mauvaise, mais le vol frauduleux de crédit était une condamnation à mort pour une réputation. Ils ne savaient pas, ai-je dit en me penchant plus près du microphone, un sourire froid touchant mes lèvres, ils ne savaient pas que le PDG anonyme qu'ils suppliaient de sauver leur réputation, c'était moi. Le chaos a éclaté. Les journalistes au fond de la salle ont commencé à prendre des photos frénétiquement. Les flashs stroboscopiques traversaient la pièce comme des éclairs. Les chuchotements se sont transformés en conversations bruyantes et superposées. Gideon n'en pouvait plus. La façade s'est brisée. Le patriarche poli a disparu, ne laissant qu'un tyran furieux et humilié. Il a repoussé sa chaise violemment. Elle s'est écrasée au sol. Il a pointé un doigt tremblant vers moi depuis le sol. Petite traîtresse, a rugi Gideon, sa voix portant sans microphone. Comment oses-tu? Tu nous as piégés. Comment oses-tu m'humilier devant mes clients? La salle entière est retombée dans le silence, choquée par son explosion. Il venait de confirmer tout ce que j'avais dit. Je n'ai pas bronché. Je l'ai regardé de haut depuis la scène, ne ressentant absolument rien d'autre que de la pitié pour un petit homme désespéré. Je ne vous ai pas humilié, Gideon, ai-je répondu doucement dans le microphone. J'ai simplement fourni un service à un client. Vous étiez incapable de faire le travail, alors je l'ai fait pour vous à un prix élevé. Vous vous êtes humilié vous-même au moment où vous avez signé un contrat pour voler le travail de quelqu'un d'autre. Sutton s'est levé d'un bond, le visage rouge de colère et d'embarras. Tu es juste jalouse, a-t-elle crié hystériquement. Tu as toujours été jalouse de moi. Tu as gâché ma soirée. J'ai regardé ma sœur, l'enfant chéri. Sa couronne était en train de fondre sous la chaleur du projecteur. Sutton, ai-je dit doucement, mais le microphone a porté chaque mot. Je suis sur une scène que j'ai construite, à la tête d'une entreprise que j'ai fondée, encaissant un chèque que ton père m'a signé parce que tu ne pouvais pas faire ton travail. Dis-moi exactement de quelle partie de ta vie devrais-je être jalouse? Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle a éclaté en sanglots, s'est couvert le visage de ses mains et a couru vers les portes de sortie, sa robe dorée traînant derrière elle comme un navire en perdition. Daria s'est précipitée et a couru après elle, en l'appelant. Arthur Deer est revenu au podium, se tenant juste à côté de moi.
Il a regardé Gideon. Gideon, a dit Dir, sa voix comme du fer glacial. La fondation Dir met fin à sa relation avec Gideon Events avec effet immédiat. De plus, je conseillerais au conseil d'administration du club de commerce de la ville de réexaminer votre statut. Nous ne faisons pas affaire avec des fraudeurs. C'était le coup de grâce ultime. Le soutien de Dir était la seule chose qui maintenait l'entreprise de Gideon à flot. Maintenant, il avait disparu, publiquement, brutalement. Gideon se tenait là, seul à la table de devant en ruine, le verre brisé à ses pieds, le champagne renversé. Il a regardé autour de lui dans la salle, cherchant un visage amical, un allié. Mais la foule d'élite le fixait simplement avec des yeux froids et réprobateurs. Il avait été démasqué comme un parasite. Il a de nouveau levé les yeux vers moi. Pour la première fois de toute ma vie, le regard dans ses yeux n'était pas du mépris. C'était de la peur. Une peur absolue et paralysante. Je me suis éloigné du podium. Je ne suis pas sorti en courant par la porte de derrière. J'ai descendu les escaliers de la scène et je suis allé droit dans la foule. Et pendant que je marchais, la mer de milliardaires, de politiciens et de mondains s'est écartée pour moi. Ils ont applaudi. Quelques personnes ont tendu la main pour me la serrer. Je n'étais plus l'employé de bureau invisible. J'étais la femme la plus puissante de la pièce. Et la pathétique moins que rien venait de prendre la couronne. Les conséquences immédiates ont été un tourbillon de loyauté changeante. Alors que je me déplaçais dans la salle de bal, les médias m'ont pratiquement assailli. Les journalistes locaux qui m'avaient auparavant ignoré lors des réceptions familiales me tendaient maintenant des enregistreurs sous le nez, demandant des interviews exclusives avec le cerveau qui avait déjoué l'Empire Gideon. J'ai répondu à leurs questions avec un professionnalisme poli et rodé. Je ne me suis pas vanté. Je n'ai pas davantage descendu ma famille. Je me suis simplement concentré sur le succès de Lumina Events et les conceptions innovantes que nous avons apportées au gala Dir. En choisissant la voie de la sagesse, j'ai rendu Gideon encore plus déséquilibré en comparaison. Alors que je parlais avec le PDG d'une grande entreprise technologique qui me suppliait de lui donner ma carte de visite, j'ai vu un mouvement du coin de l'œil. C'était Gideon. Il se frayait un chemin à travers la foule vers moi. Son smoking sur mesure était froissé. Ses cheveux argentés étaient en désordre. L'aura de richesse intouchable s'était complètement évaporée. Le PDG de la technologie l'a vu arriver, a lancé à Gideon un regard de profond dégoût et s'est rapidement excusé. La foule s'est subtilement écartée, créant une petite bulle tendue d'isolement autour de nous près de la sculpture de glace massive. Mérite, a sifflé Gideon. Sa voix était haletante, frénétique. Je me suis retourné pour lui faire face, tenant mon verre d'eau pétillante. Oui, Gideon. Il m'a attrapé le bras. Sa prise était serrée, désespérée. Tu dois arranger ça, a-t-il chuchoté frénétiquement, regardant autour de lui les regards réprobateurs des invités. Tu dois remonter à ce microphone. Dis-leur que c'était un malentendu. Dis-leur que c'était une dispute familiale interne. Un coup de marketing. Si Dir se retire, les banques rappelleront nos prêts lundi matin. Nous serons en faillite. Mérite, en faillite. J'ai baissé les yeux sur sa main qui agrippait mon bras. Lâche mon bras, ai-je dit. Ma voix était basse, mais elle contenait une autorité terrifiante. Il a cligné des yeux, choqué par mon ton, et a lentement relâché mon bras. S'il te plaît, Mérite, a-t-il plaidé. L'arrogance avait complètement disparu, remplacée par un désespoir pathétique et geignard. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas détruire ta propre famille. Ta mère est dans les toilettes en train de faire une crise de panique. Sutton est inconsolable. Nous avons construit cette entreprise pour que tu en hérites un jour. J'ai ri. C'était un son froid et sec. En hériter, ai-je demandé. Ne me mens pas, Gideon. Plus maintenant. J'ai vu les documents de succession dans ton coffre-fort la nuit où je suis parti. Je sais que tu transférais légalement 100% de l'entreprise à Sutton et que tu me gardais comme sa servante sous contrat. Le visage de Gideon est devenu complètement flasque. La couleur a quitté ses joues jusqu'à ce qu'il ressemble à un cadavre. Il a réalisé à ce moment précis que je savais tout. J'avais toujours tout su. Tu m'as dit que je n'étais rien sans toi, ai-je dit, m'approchant de lui, le forçant à me regarder droit dans les yeux.
Tu m'as dit que n'importe qui pouvait faire mon travail. Alors, laisse-les le faire. Je ne peux pas, a-t-il étouffé, de véritables larmes de terreur montant à ses yeux. Les vendeurs ne travailleront pas avec nous. Les clients partent. Nous avons besoin de tes systèmes opérationnels. Nous avons besoin de ton réseau. Mérite, je te donnerai 50% de l'entreprise. Je mettrai ton nom sur la porte. Gideon N. Dr. Events, s'il te plaît. J'ai regardé cet homme qui avait terrorisé mon estime de moi pendant une décennie. J'ai attendu que la culpabilité persistante d'une fille fasse surface. J'ai attendu d'avoir pitié de lui, mais il n'y avait rien, juste un vide creux et résonnant là où mon amour pour lui se trouvait autrefois. Non, ai-je dit simplement. Il a légèrement reculé, comme si je l'avais frappé. Non. Sans toi, ai-je dit, mesurant chaque mot pour un impact maximal, je suis une PDG avec une entreprise évaluée à des millions. Sans moi, tu es littéralement un zéro. Tu n'as rien. Tu n'es rien. Le défi a été relevé. Il m'a regardé, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson qui suffoque. Il a reculé, heurtant durement une table de cocktail, faisant s'écraser des verres au sol. Le bruit fort a attiré l'attention de toute la salle. Tout le monde a regardé Gideon, le grand roi de la haute société d'autrefois, fuir pratiquement la salle de bal, un homme brisé et humilié. J'ai tourné le dos à la sortie. J'ai pris une gorgée de mon eau, j'ai affiché un sourire éclatant et je suis retourné dans la foule de mes futurs clients. La dynamique du pouvoir n'avait pas seulement changé. Elle avait été réécrite de façon permanente. Un mois plus tard, les retombées ont été rapides, brutales et entièrement publiques. Quand Arthur Deere a officiellement annoncé qu'il rompait ses liens avec Gideon Events, le reste des dominos est tombé exactement comme je le savais. La haute société est une meute de loups. Ils ne respectent que la force et fuient l'odeur de l'échec. En 2 semaines, 4 autres grands clients corporatifs ont annulé leur contrat avec l'entreprise de mon père, citant la rupture de confiance au Galadir. Ils ont tous immédiatement contacté Luminina Events. Ma boîte de réception débordait. J'ai dû louer un nouvel espace de bureau massif dans le quartier financier et embaucher un personnel de 10 personnes juste pour gérer l'afflux de nouvelles affaires. Gideon Events n'a pas pu survivre à l'exode. Leurs frais généraux étaient massifs. Le loyer du bureau de luxe, la flotte de véhicules en leasing, le salaire exorbitant de Sutton. Quand les revenus ont cessé, les banques ont paniqué. Elles ont rappelé les prêts commerciaux. Gideon n'avait pas l'argent liquide pour les couvrir. Un mardi matin pluvieux, j'étais assise dans mon bureau d'angle élégant et moderne, examinant un contrat pour un mariage de célébrité. Ma nouvelle assistante a frappé doucement à la porte vitrée et est entrée. « Mademoiselle Mérite », a-t-elle dit avec hésitation. « Il y a un article dans le journal des affaires que vous voudrez peut-être voir. » Elle a posé une tablette sur mon bureau. Le titre était imprimé en grosses lettres noires. J'ai lu l'article calmement. Il détaillait la liquidation de leurs actifs. Le siège social avait été saisi. Les vendeurs à qui ils devaient de l'argent intentaient des recours collectifs. Mon téléphone a vibré sur le bureau. C'était un numéro inconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu. J'ai appuyé sur lecture. C'était ma mère, Daria. Elle sanglotait hystériquement dans le téléphone. « Mérite, s'il te plaît », a pleuré Daria, la voix épaisse de larmes. « S'il te plaît, décroche le téléphone. Ils ont pris la maison, Mérite. La banque a saisi la maison. Ton père est au plus mal. Il ne veut pas sortir du lit. Sutton a dû vendre sa voiture de sport juste pour payer les avocats. Et maintenant, elle nous crie dessus tous les jours. Il ne nous reste rien. Tu réussis si bien maintenant. Nous voyons ton nom partout. S'il te plaît. Tu es notre fille. Tu dois nous aider. Le sang est plus épais que l'eau. S'il te plaît. » Le message vocal s'est terminé. Je suis resté assise dans le calme de mon bureau, écoutant la pluie frapper les baies vitrées. Le sang est plus épais que l'eau. C'est drôle comme les personnes toxiques ne se souviennent de cette citation que lorsqu'elles se noient. Elles oublient que la citation originale complète est en fait « le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice ». Les liens que vous choisissez sont plus forts que la famille dans laquelle vous êtes né. Je n'ai pas ressenti une bouffée de joie malveillante.
Je n'ai pas ri comme un méchant de film. Ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de paix immense et profond. Le lourd sac à dos de pierre que je portais depuis 10 ans avait enfin disparu. J'ai pris mon téléphone, j'ai bloqué de façon permanente le numéro inconnu et j'ai supprimé le message vocal. Il n'y aurait pas de salut pour eux. Je n'étais pas leur sauveuse. J'étais juste le miroir qui les a finalement forcés à regarder leur propre reflet laid, et ils n'ont pas pu survivre à ce qu'ils ont vu. Exactement un an après la nuit où j'ai quitté ce gala du 30e anniversaire avec rien d'autre que 48 500 $ et un cœur brisé, j'étais assise dans une salle de conseil entourée de mon équipe juridique et financière. Mon comptable principal a fait glisser un rapport d'évaluation finalisé sur la table en acajou poli. Félicitations, mérite, a-t-il souri. Sur la base de nos contrats actuels, des revenus prévus et de la valeur de la marque, Luminina Events a officiellement atteint une évaluation de 2 millions de dollars. 2 millions de dollars. J'ai tracé le chiffre imprimé avec mon doigt. C'était presque l'évaluation exacte de l'empire que mon père avait essayé de me voler. Mais cette fois, c'était à moi. Chaque centime, chaque goutte de sueur. Mon nom était sur les documents légaux, et personne ne pourrait jamais le barrer. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau en hauteur, observant la ville bouger loin en dessous de moi. J'ai pensé à la fille qui pleurait dans le placard à fourniture parce que son père lui avait dit qu'elle était une pathétique moins que rien. J'aurais aimé pouvoir remonter le temps, lui tenir la main et lui dire d'arrêter d'essayer de prouver sa valeur à des gens qui s'obstinaient à ne pas la comprendre. On n'a pas besoin de prouver aux aveugles que le soleil brille. Il suffit de sortir de leur ombre et de se tenir soi-même dans la lumière. Parfois, les personnes qui sont censées être vos plus grands soutiens sont en fait les ancres qui vous entraînent au fond de l'océan. Elles vous gardent petits parce que votre croissance menace leurs égos fragiles. Elles se moquent de vous parce qu'elles sont terrifiées de ce que vous pourriez devenir si vous réalisiez un jour votre véritable pouvoir. S'éloigner de sa famille est la chose la plus difficile que vous ferez jamais. La société vous dit de pardonner, de faire des compromis, de maintenir la paix. Mais on ne peut pas faire de compromis avec quelqu'un qui veut vous consumer. On ne peut pas maintenir la paix dans une maison construite sur votre propre souffrance. J'ai accepté le défi de disparaître et, ce faisant, je me suis enfin trouvé. Hier, une autre lettre manuscrite est arrivée à mon bureau. Elle était de ma mère. Elle était tachée de larmes. Elle écrivait que mon père Gideon était tombé gravement malade à cause du stress de la faillite. Elle me suppliait de venir à l'hôpital, disant qu'il voulait s'excuser avant qu'il ne soit trop tard, et elle me demandait si je pouvais trouver dans mon cœur la force de leur donner une dernière chance d'être une vraie famille. Hier, une autre lettre manuscrite est arrivée à mon bureau. Elle était de ma mère. Elle était tachée de larmes. Elle a écrit que mon père Gideon est tombé gravement malade à cause du stress de la faillite. Elle m'a supplié de venir à l'hôpital en disant qu'il veut s'excuser avant qu'il ne soit trop tard. Et elle a demandé si je pouvais trouver dans mon cœur la force de leur donner une dernière chance d'être une vraie famille. Alors, je vous pose la question, à vous, le jury de mon histoire. Devrais-je aller à l'hôpital et donner à mon père mourant une dernière chance de s'excuser, ou devrais-je laisser le passé les enterrer pour toujours? Souvenez-vous de votre valeur et ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes personne.